Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche était impatiemment attendu par les autorités israéliennes. Donald Trump est un grand ami d'Israël qui a énormément fait pour l'État hébreu lors de son premier mandat entre 2016 et 2020. On peut citer notamment la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme la capitale indivisible de l'État hébreu, y compris sa partie orientale, la partie palestinienne, illégalement occupée et annexée par les Israéliens. Ce retour de Donald Trump devait marquer pour les Israéliens le soutien des États-Unis pour concrétiser leur projet d'annexion de Gaza, voire de la Cisjordanie. C'est finalement la douche froide pour Benjamin Netanyahou et ses ministres d'extrême droite. Donald Trump leur impose finalement un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui prévoit certes la libération des otages israéliens, mais qui prévoit aussi le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Leur projet d'expansion coloniale attendra. Pour les Palestiniens, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche était redouté. Il leur obtient finalement un cessez-le-feu à Gaza. Mais les Palestiniens ne se font pas d'illusions. Donald Trump et les États-Unis restent d'abord et avant tout les alliés des Israéliens. Lors de son second mandat, Donald Trump va certainement adopter une position ferme envers la Chine puisqu'il veut freiner les ambitions expansionnistes de Pékin tout en renforçant la crédibilité des États-Unis auprès de leurs alliés. Alors cela va passer par un soutien à la défense de Taïwan, mais il semblerait que sa priorité soit la concurrence économique et technologique tout en luttant contre les pratiques commerciales de Pékin. Et du côté de la Chine, cela alimente quelques inquiétudes. Il y a la crainte de politiques plus agressives autour de Taïwan qui pourraient être perçues comme un soutien à l'indépendance de l'île. Il y aura l'augmentation des tensions commerciales. Trump a d'ores et déjà annoncé vouloir augmenter les droits de douane sur les produits chinois et il y aura plus de pression géopolitique dans l'Indo-Pacifique. La Chine se prépare donc à des mesures de rétorsion économique et il faut s'attendre à davantage de démonstrations militaires dans le Pacifique. Ce mandat s'annonce donc comme un défi majeur dans les relations sino-américaines. Ce qu'attendent les autorités russes, c'est en réalité à deux niveaux. Il y a un premier niveau de l'ordre du symbolique, mais qui est très important pour le Kremlin. La reprise d'un dialogue, un face-à-face, un tête-à-tête, c'est ce qui est souhaité, recherché. C'est ça qui garantit aux yeux du Kremlin un statut pour la Russie sur la scène internationale. Il y a évidemment un deuxième niveau, le niveau très concret des échanges sur la fin de la guerre en Ukraine. Ce que souhaite Donald Trump, on sait, c'est aller vite. Ce qu'il souhaite concrètement, c'est beaucoup moins. Mais il y a bien sûr sa rhétorique, celle de son entourage. Et celle-là, elle résonne très agréablement aux oreilles du Kremlin. Don't act, c'est ainsi qu'on pourrait résumer l'attitude du Sénégal vis-à-vis de ce nouveau mandat de Donald Trump. Il y a d'abord le sentiment qu'il n'y a pas de surprise. Les Sénégalais connaissent le personnage et se souviennent bien des déclarations clivantes de Donald Trump sur l'Afrique, les fameux shithole countries, son obsession aussi de servir les intérêts américains en premier. Dakar, c'est aussi qu'il y a une forme de continuité de la politique étrangère américaine et de sa coopération avec le Sénégal, quel que soit le président à la tête du pays. Exemple avec le programme de développement assez conséquent du réseau électrique au Sénégal, financé par les États-Unis depuis 2020. Enfin, les nouvelles autorités arrivées au pouvoir en avril dernier affirment vouloir diversifier les partenariats avec pour seul leitmotiv le respect de leur souveraineté et une prospérité partagée. En résumé, comme me l'expliquait un conseiller diplomatique, si les États-Unis sont intéressés, nous le serons aussi, et sinon, tant pis pour eux.